Yafet, tout d'abord, nous lui adressons nos vives félicitations. Il a été nommé à la fleur d'âge. Il a encore tout le temps de travailler pour la nation. Il a déjà eu une certaine expérience, pour autant qu'il a déjà été au moins une fois dans le gouvernement. Et puis, il a longtemps travaillé à la GECAMINE. Ça veut dire que ce n'est pas pour lui la première fois de gérer et que nous lui souhaitons toutes les bonnes chances pour pouvoir mener à bon port les défis et le relever au niveau de notre République. Dans notre province, il faut souligner que c'est là qu'il y a les grands fléaux de la République. Si on trouve un Premier ministre et un gouvernement à même de faire face aux grands fléaux de notre République, nous pensons que nous pourrons être satisfaits. Et ici, nous voudrions noter à priorité la situation sécuritaire. Vous aurez constaté qu'au niveau de toute la province, au moins chaque territoire est touché par la situation sécuritaire. Toute la province est secouée par l'activisme des groupes armés. Toute la province est menacée par l'agressivité des porteurs d'armes et ça pose un sérieux problème. Nous voudrions qu'avec le nouveau Premier ministre, on arrive à mettre fin aux massacres qui sont en train de continuer à endeuiller la population du Nord Kivu. Ça, c'est une priorité des priorités. En dehors de cette situation sécuritaire catastrophique dans notre province, nous sommes en train de faire face à deux épidémies. Il devra trouver avec ses experts les stratégies idoines et les moyens pour que l'on puisse arrêter immédiatement les deux épidémies. L'épidémie de la maladie à virus Ebola qui a refait surface, mais aussi la pandémie à Covid-19 qui continue aussi à déstabiliser notre province. Et en dehors de cela, nous pensons qu'il devra aussi se pencher sur la question des infrastructures. Nous avons le problème d'impraticabilité de route. La route nationale numéro 2 qui traverse notre province, bien entendu la nationale numéro 4 qui traverse une partie de notre province, doivent attirer l'attention et la curiosité des grands décideurs de ce pays. Voilà, ça fait beaucoup d'analyses, beaucoup de gens. Le Premier ministre serait donc proposé par Moïse Katumbi. Est-ce que vous pensez qu'il serait encore pris par le biais de l'irrecevabilité à travers le défi la proposition? Oui, en fait, nous sommes dans une dynamique où les acteurs politiques doivent comprendre qu'ils ne sont pas redevables à leurs autorités morales, moins encore à leurs partis politiques, mais plutôt ils sont redevables à la population. S'il prend cette donne et estime que c'est la population qu'il doit servir, dans la logique du chef de l'État avec ce slogan « le peuple d'abord », nous pensons qu'il doit relever le défi. Mais nous ne voudrions pas qu'il réponde aux desiderata, aux préoccupations, aux dictats de certains leaders pour tel ou tel autre avantage politique, tel positionnement politique. Mais nous voudrions qu'il soit à mesure de se défaire de toutes ces obédiences ou des questions, des stratagèmes politiques pour un positionnement en vue des élections de 2023 parce que là aussi ça risquera de déstabiliser le gouvernement lorsque les acteurs politiques chercheront à se repositionner. Mais nous voudrions que chacun puisse considérer que nous avons un peuple qui a longtemps souffert et que ce peuple mérite une attention particulière pour penser ses plaies. Je vois la population du Nord Kivu qui n'a pas d'électricité suffisante, la population du Nord Kivu qui n'a pas une éducation suffisante parce qu'il y a certaines écoles qui doivent être construites.
je vois la population entière de la République qui n'a pas d'emploi et même certaines personnes qui ont des emplois, qui n'ont pas un salaire décent. Et toutes ces réalités doivent être mises en considération pour que les chefs de gouvernement arrivent à relever les défis et remettre la République démocratique du Congo dans un niveau acceptable, où les pays devra s'imposer non seulement par sa superficie, moins encore seulement par sa richesse, ses potentialités du sous-sol et du sol, mais plutôt par son émergence, parce qu'on aura répondu, on aura résolu les sociales du Congolais. Et avec cette résolution du problème du social du Congolais, qu'on ne se sente pas complexé quand on rencontre des ressortissants des pays qu'on appellerait des petites nations par rapport à leur superficie, mais plutôt qu'on s'impose non seulement par la superficie et les potentialités géologiques et économiques de notre pays, avec toute cette diversité culturelle, qu'on puisse transformer les potentialités à richesse afin que les pays puissent aussi émerger autant que les grandes puissances de ce monde. Voilà, pensez-vous qu'il y a un secteur qui mérite une urgence d'intégration République démocratique du Congo, particulièrement dans notre pays? En fait, le premier secteur qui mérite une urgence, c'est la sécurité. Le deuxième secteur qui mérite une urgence, c'est le social du Congolais. Et quand je parle du social, je vois l'éducation, je vois la santé, je vois même les infrastructures, parce que c'est le Congolais qui doit les exploiter, les utiliser. Et donc, le pays dans son ensemble doit être refondé, parce que toutes les choses doivent commencer, surtout que les problèmes sont multiples dans notre pays. Mais si on restaure la sécurité dans ce pays et que l'on assure une éducation de qualité et avec une santé saine, les infrastructures adaptées, nous serons à mesure de sortir de ce marasme et être à mesure aussi de compétir dans les concerts des nations. Et maintenant que vous avez abordé le social du Congolais, vous m'avez exprimé ma question dans les prééducations. Maintenant que le Nord Kivu fait face à des épidémies, comme vous l'avez d'ailleurs soulevé juste au début, est-ce que l'on peut dire que la société civile du Nord Kivu émet des craintes vis-à-vis de la prochaine rentrée scolaire? Oui, en fait, on dit souvent que les mêmes causes produisent les mêmes effets. On le sait, les cours avaient été arrêtés parce qu'il y avait présence de la pandémie de Covid-19 qui continuait à déranger, selon les motifs avancés par les autorités. Mais aussi, on ne crée pas trop, parce qu'on sait que nous avons eu à gérer Ebola avec le fonctionnement des écoles. Nous pensons qu'il y a lieu de continuer à avoir cours dans des écoles, dans des universités, malgré la présence de ces deux fléaux. Mais nous voudrions plutôt que les parents et les équipes chargées de mettre fin à ces pandémies puissent renforcer la sensibilisation auprès des enfants, des apprenants et des enseignants même, mais aussi que les écoles, les élèves, tout le monde puisse s'approprier les stratégies de lutte pour que nous ne puissions pas être frappés par la même situation à cause d'une résurgence, mais plutôt qu'on arrive à vaincre tous ensemble ces deux pandémies, la pandémie et l'épidémie, de sorte que nos enfants puissent étudier dans les conditions favorables, dans la quiétude. Et donc ici, nous pensons qu'il faut renforcer les mesures barrières, les mesures de prévention dans les écoles,
dans les familles et dans les universités, de sorte que l'on ne puisse pas connaître encore une fois un arrêt des cours à cause de la résurgence de ces cas. Mais surtout que nous avons déjà des acquis depuis la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola. Nous estimons qu'il n'y a plus beaucoup à craindre. La plupart des gens sont déjà vaccinés. Les professionnels de la santé sont déjà suffisamment formés et même les élèves eux-mêmes connaissent déjà certaines pratiques pouvant les amener à se protéger et que donc il suffit tout simplement de se les approprier et de se les rappeler au jour le jour pour que nos enfants étudient dans les bonnes conditions et que même ces fléaux prennent fin le plus rapidement possible pour nous permettre de continuer à vaquer à nos activités sans beaucoup de craintes comme ça a été le cas.